Hello, hello! C'est parti pour ce live sur le suivi psy. Je vais inviter tout de suite Catherine pour qu'on démarre. Et bonjour à tous. Invitation envoyée. Salut Catherine! Bonsoir, salut Camille. Comment tu vas? Ça va. Et toi? Super. Très bien aussi. Un petit peu fatiguée, mais Hmm. contente à l'idée de ce live qui va être Hmm. super intéressant. Ça fait longtemps qu'on devait le faire. Oui, On a c'est enfin clair. réussi. Ouais, carrément. On se dit, donc on essaie de tenir à peu près 45 minutes. Hmm. Dans tous les cas, le live sera en replay. J'ai reçu plein de questions super intéressantes. Donc, on a notre petite trame sous les yeux. On commence tout de suite? Ça te va? Allez, allez. Allez, donc le thème du live, ce sera l'accompagnement psy et tout ce qui tourne autour des thérapies. Voilà, il y a des questions assez variées sur tout ça. Alors peut-être qu'on pourrait le Déjà, mettre en, comment dire, en ah épinglé. oui, Comme ça, les gens, quand ils viennent, ils savent. je sais pas comment on fait ça. Alors je vais voir si je peux le faire moi, mais bon, je mets quoi? La psychothérapie? Oui, Les séances ou les séances de psy? Qu'est-ce que tu préfères? les séances de psy, allez. Allez, les séances de psy. Je sais pas s'il va accepter que moi je l'épingle. Alors je le mets là. Et ensuite, merde. Ah, c'est bon, ça marche. Donc, non, voilà, toi, c'est toi qui l'épingle en fait. Ah, Il faut que d'accord, tu alors. cliques sur mon commentaire et après, il va te proposer d'épingler. Et Ah oui, épinglé. C'est bon. voilà, nickel, comme ça les gens qui viennent, ils voient. Trop bien. Bah, en tout cas, bienvenue à tous ceux qui sont là. On va Mhm. passer un super moment. Mhm. Pour commencer, est-ce que tu peux commencer à te présenter, Catherine? Donc, je suis psy, je travaille en libéral seulement. Je le précise parce que je reçois régulièrement des demandes de stage, mais comme je suis en libéral et que je travaille avec le trauma, je ne prends pas de stagiaire parce que c'est pas sécurisant pour les patients que je reçois. Voilà, je travaille en libéral et puis sinon, mon travail sur les réseaux sociaux, je parle de la psychothérapie pour dédramatiser parce que c'est encore trop vu parfois comme un truc pour les gens très très malades ou fous, etc. Et donc, je vends aussi des ateliers de travail en ligne, en fait, où les gens peuvent commencer à travailler pour soit découvrir la thérapie et ensuite oser aller continuer le travail avec un thérapeute, soit approfondir un sujet en particulier parce que c'est sur des thèmes. Voilà. Ok. Et du coup, toi, tu as une spécialité ou pas spécialement? Ouais, j'ai deux spécialités. Je suis spécialisée dans le traitement du trauma psychologique. Donc, c'est pour ça que je parle souvent du trauma psychique sur mon compte. Mhm. Je fais avec plusieurs approches. Donc, le MDR, pour les personnes qui connaissent, c'est celle qui est le plus connue, mais il y a plein d'autres approches pour travailler le traumatisme. Et puis, je suis spécialisée aussi en thérapie de couple, donc dans la relation aux autres. Ok, très clair. Du coup, moi, je me présente et puis après, on enchaîne avec les questions. Ok. Alors, moi, du coup, je m'appelle Camille. Mon compte possible, il est spécialisé sur la dermatomanie, qui est un trouble anxieux peu Mhm. connu qui touche la peau, peau du corps ou du visage, qui consiste à se triturer de manière obsessionnelle et compulsive toutes les petites irrégularités qu'on voit ou qu'on sent sur sa peau. C'est un trouble qui est très dur à vivre, qui touche beaucoup les femmes et voilà, qui est souvent confondu avec soit des problématiques de peau ou d'acné ou autre, même si l'acné n'est pas toujours engagé dans ce trouble, alors que voilà, c'est un trouble psychique avant d'être un problème de peau. Et moi, j'en ai été atteinte pendant 15 ans, j'ai réussi à m'en sortir et j'ai créé tout ce projet autour de ça, avec aussi un livre, voilà, pour partager mon expérience et ma guérison. Donc peut-être qu'il y a des gens de ta communauté qui ne connaissent pas et dans ce Mhm. cas-là, n'hésitez pas à nous rejoindre. Euh, Déjà, bah, si des personnes ont des questions sur la dermatomanie, vous pouvez me les poser plutôt sur mon compte parce que du coup, ce soir, on va pas spécialement être centré sur la derma, même si j'ai reçu quelques questions à ce sujet. Mais voilà, de toute façon, la derma, comme n'importe quel autre trouble, peut grandement s'améliorer avec une prise en charge psy. Donc voilà, c'est cool qu'on puisse détricoter ça parce que plein de personnes, comme tu dis, ont peur des thérapies, ont des stéréotypes, des idées reçues, et il y a plein de choses à comprendre sur ce sujet. Alors, je pense que la question qui revient le plus, c'est comment choisir son thérapeute ou reconnaître un bon psy. Qu'est-ce que tu dirais toi pour ça? C'est la merde.
Je dis ça parce que déjà, les formations en psychothérapie, j'insiste parce que c'est pas tout à fait la même chose que faire qu'être psychologue, où on peut voir des patients de temps en temps ou faire des évaluations par exemple. Quand on fait de la psychothérapie, on voit les gens régulièrement et donc c'est une compétence particulière, déjà justement relationnelle, et aussi bah, de pouvoir élaborer ce qu'on appelle un plan de traitement, avoir une idée de comment on va s'y prendre, etc., pour traiter un trouble, ce qui n'est pas tout à fait pareil que juste d'avoir des connaissances en psychologie. Et en fait, les facs sont très très différentes, les formations sont très très différentes, donc elles ne sont pas égales. Et pour autant nous, on voit à peu près de quoi il s'agit, mais pour les patients, c'est très compliqué. Alors il y a des études quand même qui nous montrent qu'un facteur très important dans la psychothérapie, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire le fait de se sentir bien avec son psy. Donc moi, du coup, alors bien sûr, hein, je simplifie un peu, les choses sont très très complexes quand on parle de l'humain, mais en tout cas, pour répondre rapidement à une question comme ça, ce que je dis, moi, c'est trouver quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité et à l'aise. Si vous allez voir un psy une fois, deux fois et que vous ne vous sentez pas à l'aise, changez. Franchement, on ne se vexe pas. On sait très bien qu'on travaille aussi avec notre personnalité, hein. Une même technique, elle ne va pas être appliquée de la même manière en fonction de, je sais pas moi, si vous êtes quelqu'un de très timide, si vous êtes quelqu'un de très expansif, si vous êtes quelqu'un de très technique qui veut expliquer à chaque fois chaque chose ou pas. Enfin voilà. Et donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise, bah, vraiment changez. Il n'y a pas de problème. On peut même vous recommander quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, alors, parfois, du coup, ça veut dire que bah, il faut tester plusieurs psys et bah, ça coûte des sous, c'est vrai. Donc, c'est pas si simple. Mais voilà, moi, c'est ce que Ouais. je dis pour aller plus rapidement. Là, une Ouais, je suis technique, s'il y a une complètement. technique. Pardon. Non, et je pense que c'est important de le dire parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui vont commencer une thérapie. Bon, déjà, c'est souvent un effort. C'est pas forcément facile de se dire, Ouais. OK, je me lance dans ce process, etc. Et en fait, voilà, la première séance, ça se passe pas forcément bien. Ils se sentent mal à l'aise. Il n'y a pas le feeling. Et du coup, tout de suite, ils se disent, OK, ben, les thérapies, c'est pas pour moi. Alors que voilà, c'est peut-être un raccourci un peu rapide dans le sens où parfois, c'est juste le feeling avec le thérapeute qui passe pas. Et il faut vraiment, enfin, moi, je connais vraiment des personnes qui ont essayé, entre guillemets, plus de 5 psys différents Bah, avant de moi, trouver. j'en ai vu 7 avant de trouver le Ah mien. ouais. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé ma thérapie, j'en ai vu 7 pour vraiment me dire là, OK, là maintenant, je me sens bien. Parce que, bah, en plus, quand on a vécu des traumas ou qu'on n'est pas bien dans ses baskets ou quoi, on peut aussi avoir tendance à se sentir facilement jugé. Donc, c'est aussi normal. Mm. Tu vas avoir un psy et tu as l'impression qu'il te juge. Ou, voilà. Donc, vraiment, n'hésitez pas si vous ne vous sentez pas à l'aise. Ça ne remet pas en cause la compétence de cette personne avec d'autres Mm. personnes, hein, mais voilà, Ouais. faut se sentir à l'aise, sinon on n'arrivera jamais à dire ce qu'on a à dire. Ouais, Voilà. complètement. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Enfin, par exemple, quelqu'un va faire une thérapie avec un psy et va nous le recommander. Et en fait, avec nous, ça va pas du tout bien se passer, même si pour l'autre, c'était top. Enfin, voilà, il faut pas forcément se mettre dans un cadre en se disant, ah, mais moi, ça va pas marcher, c'est que rien ne marchera. Enfin, voilà, c'est très, très personnel, c'est très subjectif. C'est comme la manière dont on choisit nos amis. Enfin, c'est vraiment un feeling, quoi. Tout à Donc ça, fait. c'est hyper bon à savoir. Et après, il y a aussi la question des spécialités. Et ça, si je peux me permettre par rapport à la derma, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question. Est-ce qu'il faut aller voir un psy qui est spécialisé dans la derma pour s'en sortir? Je dis derma pour dermatillomanie, hein, Oui, c'est plus bien sûr. simple. Moi, j'ai vu 3 thérapeutes différents, dont il y en avait que une qui connaissait la dermatillomanie, et ça m'a pas empêché d'avancer énormément avec les autres thérapeutes. Je pense que c'est pas une nécessité. En tout cas, dans le cadre de la dermatillomanie, d'aller voir quelqu'un de spécialisé, dans le sens où ça reste un trouble qui a la même façon de s'implanter en nous et de s'activer avec des habitudes, etc., que d'autres troubles. Donc en fait, si le psy connaît bien son métier et qui sait comment fonctionne une addiction, des habitudes et tout ça, on saura détricoter tout ça, essayer de chercher les causes. Et puis Et voilà. ensuite, en fait, il y a beaucoup d'approches maintenant qui travaillent aussi sans le diagnostic psychiatrique. C'est un diagnostic qui est utile déjà parce que parfois il apaise des personnes. Alors je dis parfois parce que parfois d'autres personnes n'aiment pas avoir un nom, ils ont l'impression d'être enfermés dans une case. Puis d'autres personnes, ça les apaise. Donc parfois le diagnostic peut servir à apaiser les patients, mais il va aussi servir quand il y a une souffrance qui est telle qu'il y a quand même besoin d'un médicament pour apaiser pendant quelques mois, le temps qu'on puisse quand même travailler en thérapie. Mais sinon, il y a beaucoup d'approches maintenant qui travaillent sans avoir un diagnostic psychiatrique, parce que ce qui nous importe dans un trouble, c'est surtout les conséquences du trouble. À la rigueur, souvent dans un trouble, d'une personne à l'autre, le trouble s'exprime pas exactement pareil. Alors, il peut y avoir des symptômes comportementaux, comme tu le décris dans la dermatillomanie, mais parfois, en tout cas, les choses qui sont derrière, les mécanismes psychologiques peuvent être différents d'une personne à l'autre. Donc, ce qui va nous importer, ça va être de diagnostiquer
plutôt que le nom de la pathologie, ça va être plutôt comment elle fonctionne, c'est-à-dire quelles sont les pensées qui vont avec, comment les comportements se déclenchent, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le vit, quelles sont les émotions et les événements qui le déclenchent, etc. Et donc ça, bah, ça peut être fait avec plein d'approches et avec, sur plein de troubles différents. Donc finalement, euh, on n'est pas forcément obligé d'avoir quelqu'un qui est spécialisé dans le trouble pour lequel duquel on souffre, quoi. Après, Mhm. ça peut Oui, faire après, attention. si c'est le cas, ça et que il y a le feeling aussi thérapeutique, ça peut être super parce Ouais, qu'effectivement, on passe toute cette phase de devoir expliquer vraiment ce qu'on ressent, etc. Et malheureusement, il y a aussi des psys qui ne prennent pas en considération la dermatomanie encore aujourd'hui. J'ai beaucoup de retours dans ce sens et c'est malheureux, mais ça existe. Voilà, des personnes qui vont dire oh non, mais en fait c'est tellement pas connu comme trouble encore que voilà, il y a des personnes qui peuvent un peu minimiser ça et pas forcément ouais. comprendre à quel point c'est. C'est vrai que c'est problématique parce que après tout, j'aurais envie de dire, nous, on n'est pas, on vient pas enfin, on n'est pas chapeauté par le ministère de la Justice, donc à la rigueur, qu'il y ait une loi ou qu'il y ait un nom ou qu'il y ait une vérité, ou, enfin, en thérapie, c'est ce qui nous importe, c'est que la personne le vive. Donc, et moi, il y a plein de gens qui viennent avec des situations qui portent pas de nom. Je veux dire, à la rigueur, on se dit, voilà, j'ai vécu un divorce et je me sens pas bien, ça, si, ça peut être un traumatisme, ça peut être un début de dépression, mais en même temps, peu importe. Enfin, en fait, ce qui compte, c'est que la personne, elle souffre. Si quelqu'un vient et dit, voilà, j'ai tel comportement et ce comportement me fait souffrir, bah, ça suffit à... Ah mais ça, t'as complètement raison et c'est hyper important de le dire parce que je reçois aussi beaucoup de questions dans le sens qui me disent mais je me sens pas légitime à consulter. Des gens qui me disent mais en fait moi je triture ma peau, c'est ridicule, je me dis je vais pas aller consulter pour ça, on va me rire au nez, etc. Enfin voilà, je pense que c'est important qu'on le rappelle aussi ce soir. Il y a toute souffrance est légitime quelle qu'elle soit et un bon thérapeute ne va jamais poser un jugement sur le comportement de quelqu'un. Il va juste écouter de manière bienveillante et neutre pour comprendre et c'est tout quoi. Exactement, vraiment, toutes les souffrances sont légitimes du simple fait qu'elles sont là, on les choisit pas, hein, donc voilà, si on n'est pas bien, on n'est pas bien. Mhm. Et en fait, je pourrais même dire, alors bon, c'est pas le symptôme qui fait on va les consulter, c'est que ce symptôme, il nous fait souffrir. C'est-à-dire, à la rigueur, si je vous donne un exemple qui est bon, peu probable, mais imaginons que tu aies ce symptôme, tu te touches ta peau tout le temps, etc., et puis tu te souffres pas de ça, ben, voilà, la rigueur, tu vois, tu ne consulterais pas. Ce qui Oui. va te faire consulter, c'est qu'après, tu vas te juger sur comment tu te perçois physiquement. Tu vas aussi te Mhm. juger sur comment tu te perçois de faire ça, comme tu as dit tout à l'heure, je me sens ridicule. Et c'est ça qui va Mhm. faire souffrir. Et du coup, bah, c'est complètement légitime. Et effectivement, Complètement. pas de hiérarchie dans la souffrance si on se met à comparer, oui, mais l'autre. Parce qu'il y a des gens qui disent parfois, oui, mais bon, par rapport aux gens qui ont vécu ça, moi, j'ai rien vécu. Ouais, bah, d'accord, mais du coup, pendant ce temps-là, tu souffres quand même. Donc, Bah oui. voilà. Il n'y a pas de hiérarchie. Ouais. Si vous souffrez, vous êtes légitime à vous faire Mhm. aider. Ouais, t'as tout à fait raison. Merci de le rappeler. Après, il y avait une autre question, c'est que peut-on attendre d'une psychothérapie? En gros, quand on s'engage, qu'est-ce qui se passe? Voilà, est-ce que c'est hyper rapide? Est-ce que c'est miracle? Enfin, qu'est-ce qu'on doit attendre? Et ben donc, quand je fais de la thérapie, je sors ma baguette magique et tout à coup, en fait, je fais mes incantations et les gens non, bien sûr, c'est en fait la thérapie en gros c'est un apprentissage de quelque chose de nouveau, ou bien dit autrement, selon comment ça vous parle, un désapprentissage de ce qui nous a amené à souffrir. Et ça, bah, c'est comme si vous apprenez une langue étrangère, par exemple. Euh, si vous apprenez les verbes irréguliers, bah, le lendemain vous n'êtes pas bilingue. Donc ça demande en fait de faire un certain nombre de choses et de les répéter. C'est pour ça qu'on se voit régulièrement quand c'est possible financièrement bien sûr, et émotionnellement, parce que des fois émotionnellement c'est trop intense, mais c'est pour ça qu'on se voit régulièrement pendant un certain temps, pour que petit à petit on puisse faire ces nouveaux apprentissages de, par exemple, je dis n'importe quoi, moins se juger, moins avoir ses comportements, voilà, etc. Puis avec ce qu'on va trouver derrière, qui parfois il y a des traumatismes, enfin en tout cas dans ma spécialité évidemment, on va trouver des traumatismes. Mhm. Donc, on va faire. Alors, toutes les approches ne sont pas les mêmes, toutes ne fonctionnent pas pareil, mais en tout cas, dans les approches que je pratique, on fait d'abord une sorte de diagnostic du fonctionnement, qu'est-ce qui a amené à ce symptôme-là et qu'est-ce qui a amené à cette souffrance. Et ensuite, bah, on va faire un plan de traitement, donc avec différentes choses, donc voilà, soit des exercices, soit des parties de traitement de traumatisme avec un certain type de façon de travailler. Et puis après, de toute façon, c'est toujours le patient qui décide quand est-ce qu'il veut arrêter. Alors nous, on peut suggérer si on a l'impression qu'il va mieux, mais nous, en tant que psy, on est expert d'une technique.
Mais c'est toujours le patient qui sait le mieux ce qui se passe. Enfin, je veux dire, euh, moi, tant que le patient ne me le dit pas, je ne peux pas lire dans les pensées. J'aimerais bien, mais je ne peux pas lire dans les Mhm. pensées. Et donc, c'est le patient qui sait, à un moment donné, il dit, bah voilà, en fait, j'ai plus mes symptômes, ils ont disparu et je souffre plus. Bah, à partir de là, plus besoin, quoi. Mhm. Et du coup, est-ce que tu dirais que la thérapie, c'est une manière de comprendre des choses par la parole? Et est-ce que tu trouves que le psy, il a un peu ce rôle de poser pile la bonne question qui fait que c'est nous qui allons aussi trouver nos réponses? Est-ce que tu le vois comme ça? Alors, Voilà. il y a deux choses dans ta question qui m'ont marqué. Euh, la bonne question, non, parce qu'on n'est pas. Mais par contre, on va poser des questions Mhm. qui habituellement que les personnes se posent pas parce qu'en fait quand on a grandi dans un certain environnement et qu'on a développé un certain type de symptômes, ce qu'on vit en fait c'est la normalité. On se rend pas toujours compte que c'est différent ailleurs. Donc nous déjà ce qu'on va faire ça s'appelle décentrer le problème, c'est-à-dire on va permettre à la personne de pointer un petit peu ce qui s'est passé dans son histoire ou dans son fonctionnement et qui l'a amené là et qui se passe pas chez les autres. Donc en fait on va Mhm. poser des questions puis parfois les gens nous disent ah non non c'est pas du tout ça. Mais en fait, en disant c'est pas du tout ça, ils se posent la question de ce que c'est. Donc la bonne question, non, c'est juste qu'on, par contre, on pose des questions qui permettent un petit peu de naviguer pour aller. Alors bien sûr, on pose pas n'importe quelle question, ça fait partie de notre formation, mais parfois on pose des questions puis les gens disent non, non, c'est pas du tout ça. Donc Mhm. c'est la première Oui. chose. L'autre chose, vas-y, excuse-moi. Non, du coup, pour rebondir, je pense qu'aussi on comprend parfois en parlant, parce qu'on n'a pas forcément toujours l'occasion de parler de ce genre de choses. Et c'est vrai que parfois le fait de formuler avec des mots certaines choses, suite à une question ou à une discussion, etc., on se dit ah mais c'est ça en fait, j'avais jamais formulé ça comme ça, et on va jamais en parler de cette manière avec nos proches, nos amis ou autres. Donc j'ai l'impression qu'aussi pendant les séances de psy, il y a des choses qui émergent rien qu'en les disant, en réfléchissant à ça. Tout à fait, tout à Tu... fait. Et puis aussi, et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, c'est une thérapie, enfin la thérapie, c'est comprendre par la parole. Comprendre, c'est un verbe d'analyse, tu vois. Donc oui, bien sûr, il y a des choses qu'on comprend en thérapie, mais il y a des approches, notamment quand on traite les traumatismes, où on ne comprend pas forcément ce qui s'est passé. Mais par contre, on va faire un travail émotionnel. Ça veut dire on va faire ce qu'on appelle désensibiliser l'émotion. C'est-à-dire tu repenses à certaines situations, puis tu vas te rendre compte que là où tu pleurais tout le temps avant, bah, finalement Hmm. maintenant, tu peux supporter ça. Et donc ça, c'est de la régulation émotionnelle, c'est un apprentissage de régulation émotionnelle. Et alors là, par contre, c'est pas toujours par la parole, des fois c'est avec des jeux de rôle. On va Mhm. se placer de certaines manières. Alors, on va échanger bien sûr, mais c'est pas pour essayer de comprendre, tu vois. On n'est pas dans l'interprétation. Donc ça dépend des approches qui sont très basées là-dessus et d'autres moins. Ça va Ouais. dépendre des patients, des moments de la thérapie, et puis aussi de l'état dans lequel est le patient. Un patient qui arrive hyper angoissé ou hyper en colère, enfin dans une émotion très intense, la réflexion ne marche pas très bien en général à ce moment-là. Donc c'est Oui, oui. pas la priorité va être plutôt un travail comportemental, émotionnel, etc. Enfin des choses comme ça. Hmm. Je pense que c'est important de dire ça et ça pourrait faire du bien à plein de personnes qui se disent aussi qu'elles ont beaucoup de mal à verbaliser les choses et à en parler aussi, parce que parfois on n'arrive juste pas à trouver les mots, il y a un blocage aussi, enfin on n'arrive pas à en parler. Et c'est vrai que je pense que ça pourrait être intéressant que tu expliques aussi ce que c'est le MDR, parce qu'on en entend beaucoup parler, et que ce soit le MDR ou l'hypnose, c'est des approches qui permettent de faire sortir certains blocages sans justement les verbaliser par d'autres moyens. Ouais, tu pourrais expliquer ce que c'est le MDR? Alors le MDR, c'est un acronyme qui veut pas dire mort de rire, ça veut dire en français, si on le traduit, c'est retraitement et désensibilisation par les mouvements oculaires. Alors c'est un peu con parce que maintenant, c'est plus seulement les mouvements oculaires, mais ça s'appelle comme ça parce qu'au tout début, on faisait des mouvements oculaires. Donc c'est-à-dire que on prend des éléments du traumatisme et puis pendant que on va y réfléchir, guidé par le thérapeute bien sûr, on n'est pas tout seul avec ça et c'est vraiment important. En fait, on Mhm. va faire des mouvements oculaires, donc tu ne dois pas bouger la tête et il faut que tu voilà. Maintenant, on le fait aussi avec du tapping, c'est-à-dire que sur les genoux, on va faire ça. Et en fait, Mhm. ces stimulations-là font que ton cerveau doit traiter l'information de la stimulation. Et donc, je suis très raccourcie, c'est un peu plus complexe que ça, bien sûr. Mais bon, je dirais en Mhm. gros, le fait qu'il y ait ces stimulations plus les choses sur lesquelles on va se concentrer, ça va activer des choses chimiquement et ça crée ça fait une sorte de court-circuit, ce qui fait que du coup, le neurone a des choses différemment à traiter et il va traiter l'émotion différemment. D'accord. En fait, on va prendre le traumatisme. Alors, le MDR, c'est très spécifique
thérapie qui parfois ça peut être un peu corsé. C'est pour ça qu'il y a d'autres approches qui peuvent être plus douces aussi parfois. Mais quand les patients sont prêts, parce que ça nécessite beaucoup de précautions, le MDR, parce que ça peut être dangereux si c'est mal fait. Donc quand le patient est bien stabilisé, qu'on a pris toutes les précautions qu'il faut, en fait, on va reparler du trauma, mais pas forcément avec beaucoup de mots, c'est-à-dire on va juste demander au patient de décrire un petit peu comme est le truc, on va pas demander de refaire le film du truc, mais voilà, penser à une image, et en même temps on va faire ça. Et puis petit à petit, on va faire ensemble des petites pauses où on va poser la question, comment vous êtes maintenant, là où vous êtes, parce que le but c'est qu'on veut vérifier que justement le patient désensibilise et pas au contraire se sensibilise, c'est-à-dire donc voilà, Ok. je vais être raccourci, mais c'est un peu Et ça. est-ce qu'on est obligé d'avoir un traumatisme identifié pour le faire ou est-ce que si on a un mal-être, tu vois, on a de l'anxiété ou autre, on peut le faire ou ça marchera pas? Alors, le MDR fait l'hypothèse, aujourd'hui, c'est en train de, les recherches sont là-dessus, Euh, mais le MDR fait l'hypothèse que derrière toutes les pathologies, il y a au moins un trauma. Mhm. Donc Ouais. aujourd'hui, c'est comme ça Ouais. qu'on travaille en MDR. C'est quand on va aller chercher les événements de vie qui ont pu être problématiques, sachant que Mhm. en psychotraumatologie, la définition du trauma est quand même assez large, donc on C'est va ça. toujours trouver quelque chose. Ce qui fait que moi, pour répondre spécifiquement à ta question, je te dirais non, t'es pas forcé d'avoir un trauma, mais par contre, Oui, on va trouver des événements dans ton histoire qu'on va pouvoir travailler de la même c'est ça. manière qu'on travaille un trauma, et du coup, on va pouvoir apprendre finalement une nouvelle manière de penser. Je dis n'importe quoi. Imaginons que tu as été dévalorisé toute ta vie dès que tu avais moins que 18 sur 20, et ben, Mhm. on va prendre ces situations, une de ces situations, et puis on va faire en sorte qu'après tu puisses voir que, ben, en fait, si tu as 12, et ben, c'est très bien, tu es quelqu'un de bien quand même. Oui. En Raconte. fait, moi, j'aime bien dire que, en fait, parfois, on vit comme un traumatisme quelque chose avec nos yeux aussi de cet âge-là. Tu vois, par exemple, quelqu'un, moi, j'ai une image qui me revient, c'est qu'une fois, en colonie de vacances, j'étais dans un bus et une fille était assise à côté de moi et elle m'a raconté toute une histoire et complètement incroyable et je l'ai cru, je suis vraiment rentrée dans son monde, dans son univers, etc. Je trouvais ça fou, c'était magique et tout ça. Et en fait, en arrivant là où on allait, enfin, je me suis rendu compte qu'elle avait tout inventé, que c'était un mensonge. Et je pense que typiquement, ça, c'est le genre de choses, ça peut paraître hyper anodin, mais peut-être qu'en fait, ça a aussi fait quelque chose en moi vis-à-vis de la confiance aux autres, etc. Parce que ça m'a cassé en fait quelque chose dans lequel j'avais mis de l'entrain et tout ça. Et je pense que ça peut être pareil pour des situations honteuses vécues, pour une petite remarque qui arrive au mauvais moment. Enfin voilà, c'est plein de petites choses, mais qui sont vécues comme telles, comme un trauma à l'intérieur, quoi. Bah, d'ailleurs, en fait, nous, en psychotraumatologie, c'est ce qu'on va considérer comme traumatique. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as une émotion très intense, donc là, par Mhm. exemple, tu as été déçu, donc c'est une forme de tristesse, par exemple, tu as pu être peut-être vraiment très déçu, peut-être tu as eu honte, et en Mhm. fait, l'émotion est très intense pendant un temps suffisamment long pour que ton cerveau n'arrive pas à réguler, quoi. Bah, pour C'est nous, c'est ça. un trauma. Et franchement, quand tu te situes à des âges jeunes, bah, en fait, on n'a pas beaucoup notre cerveau, il n'est pas très développé, donc il n'a pas beaucoup de capacité pour réguler le traumatisme. Donc ça peut venir beaucoup plus vite que pour un adulte, par exemple. Ouais. Et pour répondre à la question que j'ai vue passer là dans les commentaires, du coup, la dermatillomanie n'est pas forcément liée à un traumatisme au sens où on l'entend dans le sens commun, quelque chose de très violent, etc. Mais voilà, c'est très juste ce que tu dis. Souvent, il y a eu un petit déclencheur qui a fait qu'il y a un mal-être s'est installé et on a eu besoin de se réfugier dans un comportement qui nous rassure, qui est routinier, etc. Mais voilà, par exemple, moi, j'ai jamais connu de situation traumatique, mais je pense que j'ai eu, par exemple, beaucoup d'anxiété, de perfectionnisme, un problème avec le regard des autres qui a fait s'installer la dharma. Et ces déclencheurs sont différents chez chacun de nous. Exactement. Euh, voilà. Alors, pour refaire une autre question, à partir de quel âge commencer une thérapie? Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Bah, tout âge, en fait, tu peux venir quand tu souffres. Alors après, quand tu es mineur, bah, ça va dépendre aussi de l'accord des parents et puis de l'évaluation avec eux de la souffrance, parce que parfois, bah, l'enfant, au début, il se rend pas compte que ce qu'il vit, c'est pas forcément normal. Mais il y a des enfants très jeunes qui vont en thérapie. Alors après, en général, dans les thérapies d'enfants, on dit que c'est quand même aussi bien de travailler avec les parents. Donc moi, du coup, j'ai Mhm. des collègues qui reçoivent les enfants et puis ils m'envoient les parents en couple et puis comme ça, on travaille Ouais. en couple parce que c'est vrai que, alors, sauf, enfin, dans certaines situations ça suffit, mais dans beaucoup de situations, euh, comme tu décris, c'est que l'enfant peut avoir mal vécu des choses qui se sont passées. Donc si Mhm. on travaille qu'avec l'enfant, bah, tu travailles avec l'enfant, mais après il retourne dans sa famille et donc bah, c'est comme si tu Oui. n'avais rien. Donc c'est souvent Ouais. important de en parallèle, mais voilà, à n'importe quel âge. Et pareil, je dirais à l'autre bout de la vie, souvent, j'ai des patients qui me disent, bon, bah voilà,
je suis trop vieux, je sais pas si ça va servir à quelque chose. Bah voilà, moi, je rappelle souvent que à une époque, j'ai eu une patiente de 80 ans et on a vachement bien avancé. Elle a plus de crise d'angoisse. Donc, en fait, pour vous dire, voilà, on peut changer à tout âge. La plasticité cérébrale, elle est active à tout âge. Super important de le rappeler. Alors, il y a une autre question qui revient souvent, c'est j'ai l'impression de ne pas progresser en thérapie. Est-ce que je dois arrêter? Comment Bah, on sait en fait si ça nous sert ou si il faut Bah, là, tu arrêter? viens de le dire, en fait, la personne le sait, elle trouve que ça lui sert à rien. Donc, il y a deux Hmm. options, en fait. Soit c'est au niveau du feeling euh, et que du coup, ça passe pas, auquel cas, bah oui, j'ai envie de vous dire arrêtez. Alors, moi, j'aime bien dire si vous pouvez, prévenez-nous, c'est mieux. On se vexe pas, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais bon, on sait ce qui se passe. Mais bon, voilà, hein, moi, je dis à une époque, j'osais pas dire à mes psys quand je le sentais pas et je disparaissais. Donc, c'est Hmm. pour nous, c'est moins agréable, mais après tout, c'est pas nous le patient. Et voilà, c'est vous, vous faites comme vous pouvez avec vos difficultés. Après, parfois, ça vient aussi, on n'avance plus parce que, je sais pas, il y a quelque chose dans la relation qui se passe pas comme il faudrait. Et donc, c'est vraiment important. Moi, j'incite vraiment les gens, quand ils estiment qu'ils sont en sécurité et en confiance, dites à votre thérapeute, j'ai l'impression qu'on n'avance plus. Et ça Hmm. peut arriver que, moi, ça m'est arrivé que, alors, soit moi, soit un patient me disait ça. Et du coup, on s'est refocalisé sur, OK, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'on n'avance plus? Qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué? Et on va chercher, parfois, il y a des croyances bloquantes. Par exemple, quand vous êtes quelqu'un Hmm. qui pensez, personne ne peut m'aider, bah, ça va être compliqué de se laisser aider par un psy. Parce que bah, le psy, c'est aussi quelqu'un. Et quand on a des problématiques relationnelles, là, ça va se placer aussi dans la thérapie. Mais justement, si on peut l'identifier, bah, c'est génial, on va pouvoir le travailler. OK, on n'a plus confiance, donc avec moi, vous n'avez pas confiance. OK, comment ça se manifeste? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? On va identifier peut-être les mimiques de visage ou les mots. Enfin, et voilà, on va décortiquer tout ça et après, ça se débloque. Et donc, vraiment, quand Hmm. on peut le dire à son thérapeute, on va se focaliser sur cette question et des fois, ça débloque des thérapies, c'est génial. Ah ouais, complètement. Ouais. Ah non, non, c'est clair, c'est super important de le dire et je pense que aussi parfois il faut aussi nous en tant que patients se poser vraiment la question de si ça ne fonctionne vraiment pas et qu'on a l'impression de ne pas avancer ou si on ne veut pas que ça avance parce que bah, c'est aussi un sujet que je traite dans mon livre, c'est les bénéfices secondaires. En fait, finalement, si notre trouble se perpétue, c'est parce que on y trouve des avantages finalement. Derrière tous les inconvénients, toute la souffrance, etc., il y a des avantages qui sont souvent inconscients, donc ça peut être nous donner des excuses pour pas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire parce qu'en fait on n'arrive pas à assumer de dire non. Et quand on a fait une crise de dermatillomanie, ben on est obligé de dire non. Et en fait cette crise elle a un peu servi à ça entre guillemets. Il y en a plein d'autres. Se faire plaindre, se faire écouter. Enfin voilà, ça peut être très inconscient. Et c'est vrai que parfois en fait on est persuadé de vouloir guérir, mais on n'est pas prêt à guérir. Et ça c'est souvent un truc qu'on va pouvoir peut-être identifier avec son thérapeute et qui va nous dire bah voilà par exemple ça fait plusieurs fois que je vous donne cet exercice à faire, vous l'avez pas forcément fait, est-ce que vous êtes capable d'expliquer pourquoi? Et là, on va se rendre compte qu'il y a un blocage et qu'en fait, on n'a pas envie de d'avancer. Enfin, moi, ça a été mon cas, hein. Pendant ma toute première thérapie, je ne faisais aucun des exercices. J'y allais, mais je pense que j'avais pas envie, j'étais pas prête en fait encore à m'en sortir et voilà, ça m'apportait juste de la réassurance que de me dire que j'allais voir un psy, mais pour autant, je faisais rien derrière. Et je pense qu'il y a sûrement plein de personnes qui sont comme moi. Et il y a un moment où, voilà, on se dit, bah, en fait, si je veux vraiment y aller, il faut que je m'engage, quoi. Mais c'est pas facile, c'est pas confortable d'agir. C'est pas facile, c'est pas confortable. Alors moi, j'aime bien dire, euh, pour être sûr que enfin, que les gens se sentent pas coupables, parce que des fois, il y a des gens qui me disent, oui, bah, on m'a dit que je voulais pas, mais bon, j'arrive pas à faire autrement. J'aime bien dire, Mm, c'est aussi que, ben, en tout cas, l'idée derrière beaucoup d'approches de thérapie, c'est que notre cerveau, s'il nous fait faire ce qu'il nous fait faire, il a une bonne raison, même si nous, on la comprend pas. Il y a mm, probablement une bonne raison. Donc, s'il n'arrive pas à changer, c'est probablement qu'il se sent pas suffisamment en sécurité pour le faire. Et donc, bah, on a besoin de travailler. Qu'est-ce qui fait que ça permettrait d'être plus en sécurité? Et comme tu le dis, bah, qu'est-ce que je peux avoir grâce à ce symptôme qui va me mettre en insécurité si je l'ai plus? Et du coup, de ouais, chercher ensemble euh, comment remettre de la sécurité. Bon, après, dans le trauma, bien sûr, la sécurité, c'est le centre de tout, parce que le trauma, ça a vraiment cette conséquence-là, c'est que toute la sécurité intérieure a cassé. C'est pour ça qu'après, le cerveau devient complètement hyper vigilant. On développe des antennes hyper sophistiquées qui vont détecter tous les dangers et on voit de la menace partout. Donc, du coup, la ouais. sécurité, c'est vraiment central dans le trauma. Mais du coup, je pense que il y a quelque chose de ça quand même dans tous les symptômes, c'est que si on dit à notre cerveau, bon, ça, faut arrêter de le faire,
quelque part, s'il pouvait parler, peut-être il dirait attends, moi je fais ça pour une très bonne raison. Donc je vais pas m'arrêter, Hmm. tu me convaincs pas. Donc il va y avoir tout un truc de ok, c'est notre boulot aussi. Et moi, c'est ça que j'aime aussi dans ce métier. C'est le challenge d'aller trouver ok, par quel chemin on va pouvoir passer pour que le cerveau soit suffisamment rassuré pour que un jour il ait plus besoin du symptôme, quoi. Ouais, clairement. Bah, en fait, finalement, le trouble, c'est un peu notre béquille et c'est comme si on marchait avec ça depuis 10 ans. Si on l'enlève du jour au lendemain, on va complètement C'est ça, boiter on et va tomber. Mm. ouais. Donc, c'est hyper important de le comprendre. Et je pense que ça rejoint aussi le fait, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, je sais que ça me ferait du bien d'aller voir un psy ou de faire quelconque autre activité, mais j'y arrive pas. À chaque fois, je recule. Et moi, ça m'a fait ça aussi. Et souvent, j'avais envie d'annuler des séances de psy. Et en fait, après coup, c'était souvent d'ailleurs des séances qui m'apportaient beaucoup. Et si j'avais eu ce réflexe d'annuler, c'est parce qu'en fait, je pense qu'inconsciemment, je me disais, bah là, on va travailler sur un truc, ça va être dur et j'ai pas envie, en fait. Ça me fait peur, j'ai pas envie de changer, etc. Donc parfois, faut se dire, bon voilà, quand on sent qu'il y a quelque chose qu'on fait que d'annuler tout le temps ou qu'on repousse, faut essayer de se demander, ok, est-ce que il n'y a pas une raison? Enfin, est-ce qu'en fait, j'ai Mm. pas, il faut juste pas que je me lance et que je saute et puis je verrai, enfin, et ça va aller, quoi. Je suis d'accord avec toi. Il y a quelqu'un qui demandait quand on fait pas les exercices, est-ce que c'est au psy de le changer ou est-ce qu'il faut soi-même se poser la question, voilà. Je pense que il y a les deux. C'est-à-dire déjà, si on a essayé qu'un seul exercice, bien sûr, l'idée c'est d'essayer d'autres. Si par contre on les fait jamais, bah, c'est que probablement il se passe quelque chose. Après, il y a des approches qui donnent pas d'exercice, d'autres qui en donnent. Mm, Moi, je trouve que c'est pas mal d'en avoir parce que bah, ça fait travailler entre les séances et comme c'est un apprentissage, la thérapie de quelque chose de nouveau, bah, ça te permet de s'entraîner à un nouvel apprentissage. Après, il y a mm. des gens, moi, j'arrivais pas du tout à faire les exercices, j'ai jamais réussi à les faire. Euh, et bon, voilà, j'ai guéri de mes troubles, donc c'est pas grave Oui. non plus, hein. Moi, je trouve que c'est plus efficace, ça va plus vite. Maintenant, bah, si on ne le fait pas, on ne le fait pas. On fait aussi avec ce qu'on est Oui. et comme on peut, hein. Le patient, moi je dis toujours, le boulot du patient, c'est de faire ce qu'il peut et de venir comme il est. Je veux dire, voilà. Et nous, c'est nous, à notre métier, de nous adapter. Et si vraiment il se passait un truc où on sent que bah, ça va pas être possible, on va réorienter. Mais voilà, c'est notre boulot à nous de détricoter le puzzle avec le patient. Mais vous faites ce que vous pouvez en tant que patient, bien sûr. Mm. Ouais, très clair. J'ai deux questions un peu pratiques sur le rythme des séances et sur le visio. Donc déjà pour le rythme des séances, toi, est-ce qu'il y a des règles ou est-ce que ça va vraiment dépendre de chacun? Est-ce qu'il vaut mieux se voir toutes les semaines, une fois par Alors oui, il mois? y avait des études, mais je sais plus où j'avais trouvé ça qui disait que quand on se voyait toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça a donné des durées de thérapie équivalentes à peu près. Mais par contre, au-delà de tous les 15 jours, en fait, le cerveau, il perd l'entraînement. C'est un peu, je sais pas moi, si tu faisais, enfin, j'y connais pas grand-chose en sport, mais si tu fais du sport pas assez souvent, bah, en fait, c'est comme si à chaque fois tu recommences. Enfin, c'est juste de l'entretien, mais ça va pas avancer. Donc, en général, moi, je propose qu'on se voit toutes les semaines ou tous les 15 jours en fonction de ce qui est possible financièrement et émotionnellement pour les gens. Après, j'ai des patients qui viennent moins souvent parce que bah, déjà, financièrement, ils ne peuvent pas. On avance quand même, mais c'est juste que ça allonge quand même la durée de la thérapie. Mhm, ok. Et est-ce que tu vois une différence, toi, entre des thérapies en présentiel ou en visio? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Alors, moi, comme je suis spécialiste du trauma, je te dirais oui, parce que dans le trauma, il y a souvent une dimension relationnelle. Alors, quand je dis ça, ça marche très bien la visio aussi. On peut faire de l'EMDR en visio, on peut faire des tas de choses en visio. C'est simplement Mhm. que quand il y a vraiment une dimension relationnelle, je pense que au bout d'un moment, c'est important aussi d'être face à face avec quelqu'un, parce que bah, derrière l'écran, on ressent pas tout à fait les mêmes choses. Pour certaines personnes, ça va être quand même protecteur. S'ils n'étaient pas en visio, ils ne seraient jamais venus voir un psy. Donc, c'est très important. Mhm. Mais petit à petit, quand on avance, ben, ça peut être intéressant ensuite de voir quelqu'un en présentiel, parce que voilà, il me semble que, en tout cas, s'il y a des dimensions relationnelles, et dans le format c'est régulièrement le cas, mais voilà, c'est intéressant d'être face à quelqu'un. On ressent des choses parfois un peu plus intenses, on peut ressentir parfois le stress, la honte, etc., qui sont du matériel thérapeutique, des choses sur lesquelles on va travailler. Donc voilà, moi c'est ce que je dirais. Après, la visio, si on peut faire que ça, bah, c'est très bien. Il y a Oui. vraiment que de la visio Ouais, et et ça comme avance tu bien, dis, hein. ouais, en fait, je pense que c'est quelque chose qui est pas forcément très connu de penser à consulter un psy Mm. en visio. Alors que parfois, voilà, il y a des super psys qui nous attirent, mais qui sont pas dans notre ville, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas hésiter à regarder, à demander si c'est possible. Et comme tu dis, ça peut quand même enlever certaines barrières. Enfin, moi, je sais que il y a une période où enfin, j'ai eu ma psy juste au téléphone. En fait, on n'avait même pas de visio, et j'ai beaucoup aimé en fait, parce que je sortais marcher pour faire mes séances.
Et en fait, la barrière, en fait, le fait que la personne nous voit, je trouve que parfois ça peut un peu brider. Enfin, surtout quand on est une personne comme moi qui a un problème avec le regard des autres et tout ça. Moi, là, je me sentais hyper sereine de pouvoir parler sans que quelqu'un puisse analyser mes mimiques, etc., être 100% Exactement. cachée, entre guillemets. Je me Tout à sentais fait. beaucoup plus libre de confier des choses. Du coup, voilà, c'est quelque chose à savoir. Enfin, c'est pas. Je pense que pour beaucoup, c'est moins bien de voir un Non, psy au téléphone ou en visio, alors que pas du tout. Enfin, c'est juste qu'au bout d'un moment, s'il y a une problématique relationnelle, il y a des trucs qui, selon moi en tout cas, vont pas forcément pouvoir efficacement se traiter. Voilà. Mais comme tu l'as dit, voilà, il y a des moments ou des pathologies ou des choses dans notre vie qui font que si on avait dû aller en présentiel, on serait jamais allé. Donc, oui. et puis vraiment, j'insiste là-dessus. Moi, je fais de la traumato en visio, donc ça marche. Hein. Oui, oui, ouais, non, c'est clair. Mm. Ok, très clair. Après, je pense qu'il y a une grosse question autour du coût de l'accompagnement thérapeutique. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ça? Quels sont un peu les moyens que toi tu connais? Si certaines personnes n'ont pas les moyens, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Alors, alors, il y a des psys qui peuvent adapter leurs tarifs. Quand les psys Mhm, peuvent pas, ben, on peut espacer les séances, c'est ce qu'on va faire, en donnant des mhm, exercices. Alors moi, quand j'ai des patients qui peuvent pas venir trop souvent, je leur dis, par exemple, qui viennent tous les 3 semaines, je leur dis, bah, voilà, bah, tous les 10 jours, par contre, là, au moment où on se voit pas, par contre, vous m'écrivez. Alors moi, évidemment, je peux pas répondre à un grand mail, etc. Mais déjà, la personne, ça l'oblige enfin, à écrire des choses, mhm. à des choses. Et de toute façon, je vais toujours répondre. Donc ça aussi, ça crée quelque chose de relationnel quand même parce que la personne sait qu'elle est lue et donc ça crée quelque chose. Donc on peut faire des Ouais. choses comme ça. Il y a les CMP. Alors par contre, malheureusement, bah, il y a beaucoup d'attentes pour Mhm. ça, c'est gratuit. Maintenant, il y a le dispositif Mon Psy où il y a 8 séances remboursées, mais bon, il y a beaucoup de psys qui le boycottent parce que c'est un dispositif qui maltraite un peu les psys. Hein. On va pas détailler là-dessus, mais vous pouvez aller voir ce que raconte le manifeste psy là-dessus. C'est pas le Ouais. sujet ce soir, voilà, mais donc on est beaucoup à pas vouloir accepter les conditions telles qu'elles sont. Mhm. Voilà, il n'y a pas Et grand-chose. après, il y a les psychiatres qui sont quand même remboursés. Ouais, mais les psychiatres, il y en a beaucoup qui sont pas formés à la psychothérapie, donc qui font pas de Mhm. psychothérapie. Et en plus, dans les grandes villes, moi, j'en connais aucun qui a le temps de le faire. En fait, ils ont tellement de Mhm. patients que voilà. Et en plus, alors si je comprends bien, en fait, les tarifs sont tellement importants que même avec le remboursement, finalement, ça coûte pas moins cher dans les grandes villes, j'entends. Hein, mais Ouais. après, ailleurs, ça peut être différent. Mais parfois, c'est pas moins cher puisque en fait, le niveau du remboursement, bah, il y a le dépassement qui fait que Mhm. le Ouais. problème du psychiatre, c'est que si on veut si on veut faire un diagnostic et avoir un médicament, bon, pourquoi pas. Après, avoir un médicament sans thérapie, ça veut dire qu'on risque de jamais s'en passer, donc c'est un Mhm. Ouais, c'est vrai. mais Oui, parce que pour ceux qui savent pas, les psychiatres sont médecins, donc ils peuvent prescrire des médicaments, des anxiolytiques, antidépresseurs, etc. Et voilà, ils n'ont pas tous cette corde psychothérapie, même si certains l'ont. Donc ça peut être l'idéal si on trouve un psychiatre qui fait de la pour un psychothérapie et qui fait pas trop de dépassement d'honoraires et qui est parfait. remboursé, ça c'est C'est parfait. parfait. Mais voilà. Après, comme tu dis, les CMP, il faut regarder dans sa ville s'il y en a. Après, il y a pas mal d'initiatives qui sont mises en place, notamment pour les étudiants. Dans mon livre, j'ai fait un petit récap, mais je pense que sur Internet, vous pouvez trouver aussi dans les universités, etc. Souvent, il y a des groupements et de l'aide à ce niveau-là. Et justement, la semaine dernière, on a fait un live avec Nightline, qui est une super initiative pour les étudiants. C'est une ligne d'écoute gratuite. 24 heures sur 24, qui est faite par des jeunes. Donc, ce ne sont pas des psys, ce sont vraiment des personnes qui vont faire de l'écoute bienveillante, sans jugement, sans recommandation, sans thérapie, mais qui vont permettre aux gens de se confier, de voilà. Donc, c'est vraiment une super initiative. Ils font un travail énorme. Ils ont un site internet et un Instagram où ils mettent plein de ressources justement. Ils référencent des psys, des solutions justement pour se faire accompagner pas cher, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Là, c'est mis en pause leur ligne d'écoute pour l'été, mais il y en a d'autres qui sont pas Nightline, mais d'autres. Donc voilà, vous pouvez chercher. Il y a quand même des petites solutions, heureusement. Mais sinon, je sais que moi, à l'époque, quand j'ai commencé mes thérapies, j'étais en stage, donc j'avais un petit salaire à Paris, j'avais pas beaucoup d'argent. Et du coup, ce que je faisais, c'est que vraiment, j'essayais de m'investir à fond dans les séances. Enfin, je me disais, je prenais des notes, je me disais, ok, je vais vraiment essayer d'écouter, de me mettre à fond. Bon, ça marchait pas toujours, je faisais pas toujours les exercices, mais je me disais, voilà, j'essayais d'optimiser cette séance et vu que je peux pas en payer beaucoup, et après, c'est aussi un choix qu'on fait pour sa santé mentale en se disant, bon, bah, est-ce que je peux pas rogner sur deux, trois trucs et essayer de réduire un peu les dépenses sur quelque chose pour me payer des séances de thérapie. En soi, on peut toujours faire des petites économies sur des petits trucs.
Enfin, pas toujours, mais au maximum, on peut essayer. Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Comment dire à ses parents qu'on voudrait voir un psy sans qu'ils ne s'inquiètent? Alors, si le parent s'inquiète trop, bah, il faut que lui, il aille en thérapie. Non, mais j'ai envie de dire, on fait ce qu'on peut en tant que parent, mais si un enfant dit qu'il souffre, je pense que c'est important de l'entendre. Et si soi-même ça nous fait souffrir, ben, on est légitime, par exemple, on parlait de légitimité tout à l'heure, c'est légitime d'aller voir un psy pour Mm. euh, parler du fait qu'on s'inquiète pour son enfant qui nous a dit qu'il souffrait. Bon, ok. Mais en fait, dans un monde idéal, c'est pas censé être le problème de l'enfant. Mais bon, bien sûr, on sait que il y a les loyautés familiales, il y a le fait que bah, des enfants se construisent aussi avec le fait de protéger leurs parents, etc. Mais dans un monde idéal, l'enfant, il doit pouvoir dire qu'il va pas bien et voilà. Et si le parent, ça l'inquiète, par contre, bah, voilà, il est légitime. Moi, j'ai des gens qui viennent pour faire du soutien à la parentalité parce que ils sont anxieux, ils savent pas comment faire avec la situation avec leur enfant et c'est aussi une raison légitime de consulter. Mais oui. Ah oui, mais ça, ouais. Mais malheureusement, moi, je reçois quand même beaucoup de messages dans ce sens de personnes qui me disent, enfin, mes parents ne veulent pas du tout que j'aille voir un psy. Je pense qu'ils projettent aussi sur leur enfant des peurs, ben, ce qu'on Dans disait ce au cas, début, hein, ouais. pardon, bah, je t'ai coupé. Non, non, des peurs liées un peu à la folie, entre guillemets. Enfin, ils se disent, attends, Oui. mon enfant, il va pas aller voir un psy, il est pas, enfin, moi, j'ai pas fait qu'il y ait un enfant qui a un trouble, etc. Alors qu'en fait, enfin, de mon expérience et de toutes les personnes autour de moi qui ont vu des thérapeutes, certains ont des troubles, mais certains n'en ont pas et ont juste, sentent parfois qu'ils, par exemple, qu'ils se vexent rapidement, qu'ils attirent toujours les mêmes situations, amoureuses. Enfin, il y a plein, en fait, de situations qui peuvent conduire à aller voir un psy sans qu'on parle en fait de situations psychiatriques quoi. Mais c'est vraiment je pense quelque chose qui est très ancré et ça va mettre du temps avant de changer. Mais bon, en tout cas, voilà, si un parent est comme ça, je pense que ça doit être hyper dur pour l'enfant d'essayer de faire changer Bah, dans ce l'idée cas, que les qu'il parents. puisse aller passer par l'école ou le collège ou le lycée, tu vois, d'aller voir le CPE, d'en parler pour voir si ça peut passer justement, si le message peut passer enfin, par le scolaire. euh, Mm, Parce que bah, si ça passe pas au niveau familial, il va bien falloir trouver quelque chose, sinon l'enfant il va continuer à souffrir mm. et pour le coup la pathologie peut se développer. Ouais, ouais, carrément. Et après, ce qui peut être bien au début, je sais que moi, avant de consulter un psy, en fait, j'étais allée sur des groupes Facebook de soutien à la dermatomanie et j'avais contacté d'autres personnes atteintes pour qu'on se crée des petits binômes de soutien. Donc vraiment des personnes avec qui je pouvais parler, on pouvait un peu essayer de se motiver quand on savait qu'on était dans des situations à risque. Bon bah fais attention, tu m'écris juste après. Enfin et se parler aussi quand on est dans une difficulté parce qu'on sait que l'autre traverse la même chose et nous comprend et aura les bons mots et voilà, ça, enfin, si vous en avez l'opportunité avec votre trouble, essayez de trouver des communautés qui font que vous pouvez en parler au moins à une autre personne qui comprend. Enfin, là, pour la dermatomanie, nous, il y a un serveur sur Discord. Donc, le lien est dans ma bio sur Instagram. Si vous voulez le rejoindre, vous pouvez. Et c'est vraiment une communauté super bienveillante. On peut partager plein de choses. Et voilà, parce que c'est vrai que parfois, on se dit qu'on va essayer d'en parler à nos frères et sœurs ou à nos amis, mais ils n'ont pas forcément les mots justes parce que quand une personne n'a jamais eu de trouble, elle se rend pas forcément compte que voilà, on contrôle pas tout, qu'on peut pas toujours éviter, que c'est pas qu'une question de volonté, et ils vont parfois être maladroits sans le vouloir. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui essayent, par exemple, de faire des situations choc pour nous faire prendre conscience des choses. Donc, par exemple, il y a des filles qui me disent que leurs copains leur font un peu des ultimatums. Oui, si tu recommences, voilà, moi je te fais ça. Et en fait, ils Faut pensent pas que faire. ça va faire un choc en fait et que la personne elle va changer. Mais c'est encore pire parce que ça met une pression énorme. Et vu que le trouble n'est pas lié à la volonté, on peut pas agir dessus, quoi. Même sous la contrainte, même. Donc bon, et ça c'est assez fréquent en fait. Beaucoup de personnes pensent qu'avec la peur on peut changer, alors que non, Alors que pas c'est le du tout. contraire, en fait, si tu me remets de la sécurité, là tu vas changer. Si tu mets de la Mm, peur, tu vas accentuer ton trouble. Donc c'est exactement. Ouais, c'est clair, complètement. Bon, on va approcher de la fin. Je crois que on a répondu à toutes les questions assez génériques. Il y avait une autre question, c'était quand on n'a plus envie d'aucune thérapie, y a-t-il d'autres solutions? Alors ça, c'est assez général comme question.
Bah, alors bien sûr, on peut lire des bouquins, bien sûr, on peut parler à des amis, mais ce sera jamais la même chose que d'aller en thérapie. Donc, je dis pas qu'il y a que la thérapie qui traite, même si Mhm. quand même dans certaines situations, je pense que c'est le cas, mais c'est juste personnel. Quand on n'a plus envie d'aucune thérapie, peut-être que effectivement, on est dans le cas qu'on disait tout à l'heure, qui est alors, les bénéfices secondaires ou qu'on dirait plutôt en traumato, voilà, des croyances bloquante dans la thérapie qui ferait que voilà, personne ne peut me comprendre ou bien tout le monde me juge. Bah, bien sûr, si on a des croyances que tout le monde nous juge ou si on a peur du regard des autres énormément, bah, quand on va chez le psy, on a aussi peur, quoi. Et donc, on va avoir Mhm. l'impression qu'on juge tout le temps. Donc, ça peut être l'occasion, moi, je dirais, d'en parler avec le psy, ou bien à des moments de sa vie aussi, on n'est pas obligé de tout traiter, quoi. Il y a des moments, on a Mhm. fait un morceau de thérapie, et là, on a besoin d'une pause pour... ça a été un peu difficile, et donc on fait une pause, et on fera ça plus tard quand on sera prêt. Donc, Oui. il y a, voilà. Après, ça peut être l'occasion d'avancer avec des bouquins, avec ton livre, avec des exercices, avec des groupes Facebook, etc., et de revenir plus tard. Donc, Oui. Ou moi, de passer par des approches aussi plus énergétiques, entre guillemets, comme par exemple le l'EFT. Enfin, moi, je sais que j'avais testé le l'EFT qui m'a pas mal aidé. C'est du tapping aussi sur des méridiens, hein, comme on dit. Et après, voilà, je pense que ça vaut le coup de tester certaines approches et de voir, en fait, ce que ça fait sur nous, enfin, voilà, il y a plein de choses qui existent et c'est vrai que parfois la parole, en fait, on en a marre, on veut plus s'exprimer en thérapie, on a besoin d'autre chose et il exactement. existe d'autres approches. Et vraiment, je réinsiste là-dessus avec ce que tu viens de dire, c'est vous êtes la seule personne qui sait ce que vous ressentez. Donc, si à un moment Mhm. donné, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Moi, je dis des choses théoriques là, mais voilà, de toute façon, quand on n'a pas envie, si on va se forcer, ça va pas marcher et on va pas réussir à bosser. Donc, voilà, soit on se sent d'en parler au thérapeute pour voir, soit on fait une pause et puis Mhm. Ouais. on y retournera plus tard s'il y a besoin. Mais effectivement, comme tu dis, Ouais. si à un moment donné on peut plus et on va tester d'autres choses. Et je pense qu'il y a aussi un truc où parfois on a un peu une vision de la guérison ou du mieux-être qui est un peu idéalisée. On Mhm. s'attend vraiment à quelque chose de parfait. On se dit mais en fait quand j'aurai fini cette thérapie, ma vie va être incroyable, Mhm. je vais tellement bien, j'aurai plus aucun souci. Et justement bah, dans mon livre j'ai fait une double fin. J'ai fait une fin un peu parfaite où je dis voilà tout va bien, je suis tellement heureuse, j'ai plus aucune pulsion, j'ai aucune émotion désagréable, c'est fou la vie comme ça. Et puis après, je dis, bah, en fait, non, c'est vouloir atteindre ça qui faisait que j'arrivais pas à aller au bout. Parce qu'en fait, aller mieux, c'est au contraire accepter que la vie, c'est ça. Et quand on a accepté ça, bah, en fait, on vit des bas, mais on se dit, bah, c'est OK, en fait, tout le monde vit des bas, et j'ai pas à avoir honte de ça. Je sais très bien que demain, ça ira mieux. Et quand on commence à être plus souple, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à bien vivre avec soi-même et à accepter la vie. Parce qu'en fait, la vie, elle est jamais, tout le temps belle, quoi. Bah, Il de y a toute toujours façon, si on a des émotions, moi j'aime bien rappeler un truc, c'est que nous on est là, on théorise la psychologie et tout, mais ok, si on prend les choses de manière bassement biologique, nos émotions elles se sont invitées dans notre système nerveux parce qu'elles nous permettaient de mieux survivre, en fait, donc elles font partie biologiquement. Fabien est mort de rire. Non, mais c'est parce que c'est Antonio Damasio et vraiment il est génial pour ça, d'expliquer comment c'est un truc biologique avant d'être psychologique. Donc ça Mm. existe pas, ce serait complètement illusoire de se dire qu'on peut pas, on ressentira plus d'émotions. C'est comme si on se disait, je sais pas, moi je vais tenir mon coude comme ça et puis plus jamais je vais le plier. Bah, il est fait pour être plié aussi, pour être dans le Oui. mouvement, etc. Donc c'est pareil, les émotions, on est fait pour en avoir. Par contre, c'est censé être éphémère. Donc si on a des émotions après, on est angoissé tout le temps, ou on est triste tout le temps, ou on est en colère tout le temps, ou on a honte tout le temps, etc. Là, dans ce cas, c'est ce qu'on appelle dysfonctionnel. Et oui, là, il y a une souffrance Oui. physique. Mais sinon, une émotion, ça vient, ça nous donne un message. Chaque émotion a des messages à peu près adressés. Une fois qu'on a fait ce que notre émotion nous dit de faire, bah, normalement, c'est censé partir. Mm, complètement. Et puis par rapport à n'importe quel trouble, parfois, enfin, par exemple sur la dermatomanie, on peut se dire bah voilà, je continue quand même à me percer de temps en temps quelques boutons. Moi, ça m'arrive. Hein, je pense que j'aurai jamais un rapport qui est 100% désintéressé de ma peau parce que quand pendant 15 ans on a eu un trouble, il y a des réflexes qui restent sans que ça ne devienne pathologique. En soi, il y a plein de personnes qui vont gratter leurs boutons de temps en temps et ça veut pas forcément dire qu'on rechute ou que ça y est tout revient. En fait, il faut aussi se rappeler de tout le chemin parcouru, voir un peu toutes les victoires qu'on a eues et se dire enfin voilà, hein, en fait, ça va beaucoup mieux. Il y a des petites séquelles, il y a des petits trucs parfois, mais c'est rien par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, je suis contente de ça. Il faut pas se dire, mais en fait, de toute façon, j'y arriverai jamais. Il me reste encore tellement de chemin. Enfin, et je pense que ça, c'est pour vraiment tous les troubles. C'est hyper important de se dire ça. Et comme tu dis, certains parfois décident de s'arrêter, ce qu'ils appellent à mi-chemin, mais en fait, ils sont déjà super avancés. Et en fait, ils arrivent très bien à vivre comme ça. Et c'est très bien. Enfin, faut ils soient ok avec ça, quoi.
Bah, je pense que ça répond à une question que j'ai vu passer tout à l'heure qui disait Camille, est-ce que quand tu dis que tu es guérie, ça veut dire que tu grattes plus du tout? Bah non, en fait, c'est de temps en temps ça arrive, mais Ouais, en fait, ça n'a rien à voir c'est ça. avec la situation d'avant, C'est quoi. ça, et je pense, comme tu dis, je ressens plus des émotions dysfonctionnelles et surtout, je me sens plus esclave de mon trouble. Parce que ça, je pense que c'est le pire. C'est qu'avant, je savais que je ne contrôlais rien et que le moindre grattage, c'était la porte ouverte à des crises de plusieurs heures, etc. Aujourd'hui, non, c'est juste qu'effectivement, je vais peut-être m'approcher un tout petit peu plus proche du miroir que les personnes, entre guillemets, normales qui n'ont jamais eu ça. Je vais parfois percer un bouton qui n'était pas assez mûr pour l'être, mais en fait, ça veut pas dire que je suis redevenue dermatillomane, c'est juste des petites séquelles et c'est comme ça, enfin, faut les accepter, quoi. Mm. Donc, voilà, je pense que c'est important de le dire. Mm. Bah, écoute, je pense qu'on a bien fait le tour de plein de choses. Là, je pense que toutes les personnes qui ne se rendaient pas trop compte de ce qu'une thérapie pouvait apporter, qui avaient des idées reçues, etc., on a bien débroussaillé tout ça. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu penses en plus ou est-ce que c'est bon? Là, comme ça, j'ai rien. J'ai vu passer des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Bah, n'hésitez pas à venir nous les poser à Camille ou à moi en message privé. Ouais. Euh, on vous répondra. Écoute, je pense on a dressé un petit Ouais. peu un petit portrait de la thérapie. Et puis, de toute façon, moi, c'est vraiment ce que je fais sur mon compte. Donc, si les gens veulent en savoir plus sur la thérapie, ben, moi, Ouais. c'est ce que je fais, d'expliquer, de dédramatiser la thérapie. Donc, je parle de mes approches, bien sûr, celles que je connais le mieux, mais je parle aussi de Mhm. d'autres approches que je pratique pas pour un peu expliquer aux gens ce qu'ils peuvent en attendre. Donc, voilà. Ouais, ok. Et j'ai vu passer beaucoup de questions sur tes accompagnements à toi. Alors, je sais pas si c'est quelque chose dont tu parles, si tu prends des nouveaux patients, En fait, si. j'en parle Mais pas voilà. parce que j'ai plus de place depuis longtemps. Donc, si Ok. vraiment les gens ont besoin, bah, vous pouvez m'écrire un mail en allant à partir du site et j'ai des patients, des collègues que je peux recommander, mais moi, non, je prends plus personne. D'accord. Ok, très clair. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Catherine. C'était vraiment un super moment. C'était hyper clair. Dans tous les cas, je mets le replay juste après, donc il sera revisionnable. Je repartagerai en story. Et Et ben, merci à toi aussi parce que ça faisait longtemps qu'on essayait de se faire depuis le mois de mai, on essayait de se faire ce live, on n'y arrivait pas. Donc, ouais, merci aussi à toi d'avoir persévéré pour qu'on puisse le faire. C'était chouette. ouais, c'était un super moment. Bah, bonne soirée tout le monde. Et Bonne puis à soirée à tout le monde. bientôt. À Et on bientôt. reste disponible sur nos comptes. Bonne À soirée. bientôt. Allez.